Bonjour à tous. Je propose que l'on commence. Il est déjà midi. Donc, bienvenue à ce webinaire de la CIRTA, pardon, le deuxième de la saison 2018-2019, le premier de 2019. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Diane Leduc. Diane, elle est professeure au département de didactique à l'UQAM. Elle s'intéresse aux pratiques pédagogiques au postsecondaire, à la formation des professeurs et à l'évaluation des apprentissages, notamment dans des contextes artistiques. Elle est également directrice des programmes de deuxième cycle et troisième cycle en enseignement supérieur. Et évidemment, elle est fondatrice et directrice de l'OPIEVA, donc l'Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages. Et c'est justement sur ce sujet que porte ce webinaire. La présentation va durer environ 30 minutes. Par la suite, nous pourrons prendre des questions pendant environ une quinzaine de minutes. Je propose pendant la présentation de proposer des questions, notamment avec le micro. Donc, je vous invite à désactiver votre micro pendant la présentation et ce sera possible, évidemment, de l'activer plus tard pour poser des questions. Et aussi, ça sera possible de poser des questions avec l'outil Conversation. Converser plutôt qu'on le retrouve dans le bas de l'écran quand on déplace sa souris. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Diane. Bonjour à tous. Merci Alain de m'avoir demandé de présenter l'Observatoire. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. L'Observatoire, il est tout nouveau. Il a été créé en 2017, donc il y a un petit 2 ans, mais les premières années ont servi à mettre en place les bases. Et là, il prend son élan, donc il a bien besoin d'avoir le soutien des organismes comme la CIRTA, justement, pour l'aider à prendre son envol. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous décrire... excusez-moi, je n'avais pas la bonne souris. De vous décrire en premier l'Observatoire lui-même, le contexte dans lequel il s'inscrit, les axes et les objectifs. Je vais essayer d'être succincte ensuite pour vous parler des concepts qu'on a utilisés, les concepts clés, bien sûr, l'innovation, les pratiques et la démarche d'évaluation. Et en dernier, je vais vous parler des 3 principaux projets, enfin, c'est les projets sur lesquels on travaille présentement, les 3 premiers plus gros projets sur lesquels l'Observatoire travaille. Alors, le contexte. On sait que les nouvelles connaissances sur l'apprentissage, les avancées en évaluation et en mesure, et celles aussi qui sont liées au numérique, en éducation forgent un terrain en pleine mutation. Plusieurs auteurs en parlent. Au cours des dernières décennies, l'évaluation a été marquée par divers contextes, divers changements, notamment sur les plans curriculaires, sur les instruments, sur les conceptions de l'apprentissage, les méthodes d'évaluation, les objets d'évaluation aussi qui ont changé, les communications avec les apprenants, la place du numérique aussi. Évidemment, cette évolution complique le travail des enseignants qui nourrit du même coup une diversité de langages et d'outillages. Et les enseignants se réclament d'idéologies fort variées selon la définition qui se fait de l'évaluation, selon son expérience et selon aussi la formation qu'il a reçue en enseignement et en évaluation. Et cette diversité est notamment conséquente au fait que partout dans le monde, les enseignants sont appelés à revoir leurs pratiques, trop souvent dans l'urgence, ce qui favorise davantage la faisabilité, l'applicabilité et beaucoup moins la qualité de la technique et des techniques évaluatives. Selon Figari et Rémo, l'évaluation est en crise de sens, rien de moins. Il s'avère nécessaire de la repenser pour voir clair dans cette multitude de pratiques et pour trouver un fil conducteur capable de relier les différents discours qui portent sur l'évaluation. Et on sait aussi que déjà en 1996, toute l'équipe au Québec, de Québec-Ontario, de Forgette, Giroux, Simon et Bercier-Larivière avait déjà constaté le manque d'uniformité dans les pratiques des enseignants, leur
connaissances limitées des notions d'évaluation d'apprentissage, leur formation déficiente due à l'absence d'un cadre conceptuel situant l'évaluation dans le processus d'enseignement. Plusieurs constatent aussi effectivement que les enseignants ne sont pas suffisamment formés en évaluation et adoptent des pratiques évaluatives par imitation, sans avoir de théorie suivie, sans se baser sur ce qui se fait dans la recherche. Conséquemment, bien que les pratiques d'évaluation soient variées, ça forme évidemment un riche terreau pour faire avancer les connaissances, mais souffre aussi d'un manque de cohérence et de directives claires. Et c'est particulièrement probant dans le milieu de l'enseignement supérieur, dans le contexte de l'enseignement supérieur. C'est donc dans ce contexte et en considérant ce contexte en pleine mutation. Ah, Marie-Josée, j'approuve ça. Marie-Josée demande à assurer les contrôles. Oui, je vais faire oui, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah, c'est pas grave. Voilà, je continue. C'est donc en considérant ce contexte en pleine mutation qu'on a créé l'Observatoire en 2017. C'est en considérant aussi que les tâches de l'enseignant, des tâches d'évaluation des apprentissages, c'est une dimension fondamentale dans le parcours de l'enseignant et c'est aussi parfois difficile dans le parcours de l'étudiant. Ça reste un enjeu qui est crucial. D'abord parce que c'est un des aspects les plus complexes de l'enseignement et ça prend aussi près du tiers, voire même du quart de son temps. Ensuite, parce que l'enseignant doit s'adapter à une grande diversité d'apprenants, parce qu'il doit porter un jugement professionnel, assumer d'en être le principal responsable, mais aussi parce qu'il doit respecter les exigences d'imputabilité qui représentent des défis pour lui sur les plans pratiques et sur les plans méthodologiques. Et pour l'enseignant, ces défis se présentent surtout dans la salle de classe, autour de la salle de classe, au cœur, évidemment, de ces pratiques. Incluses dans les pratiques d'enseignement, l'évaluation, les pratiques évaluatives sont le fruit maintenant d'une interactivité entre des dimensions plurielles qui relèvent de situations, de personnes, de processus, d'activités, d'actions professionnelles et qui correspondent à ce qu'ils font en classe en interaction avec les étudiants. Ces pratiques sont fortement caractérisées par la conception, la formation et l'expérience que les enseignants ont de l'évaluation. Et elles sont influencées par le contexte ainsi que par la culture des acteurs et des environnements en cause. Donc, c'est un contexte qui est large, c'est un contexte qui est en mouvance et c'est ce à quoi s'intéressent les membres de l'Observatoire. On vise donc à observer avec nos travaux en fonction de 3 axes. Donc, on a considéré ces éléments de contexte. Le premier axe est un axe centré sur les pratiques qui soutiennent l'apprentissage, qui sont analysées notamment sous l'angle notamment de l'engagement, mais aussi des comportements des étudiants, mais aussi de ceux des enseignants. Et on s'est posé la question, dans cet axe-là, on se pose la question, quelles sont les pratiques évaluatives des enseignants? Le deuxième axe, c'est l'innovation. Qu'on observe en fonction de ces développements, parce que l'innovation est quand même un terme en développement, quels sont les obstacles aussi, et les facteurs qui facilitent les apprentissages. Et aussi, bien, quelles sont les pratiques évaluatives qui sont innovantes, pourquoi elles sont considérées comme innovantes, et quels sont leurs impacts sur l'engagement des étudiants. Et le troisième axe, c'est un axe sur les techniques et les méthodes d'analyse. Donc, c'est plus centré sur les différents modèles de mesure et les statistiques, le développement des méthodes d'analyse, d'évaluation, d'analyse des données d'évaluation. Et on s'intéresse donc à comment documenter et comment analyser des données sur l'évaluation qui seraient produites particulièrement à grande échelle. Les objectifs donc de l'Observatoire, c'est d'observer les pratiques évaluatives innovantes. Par observer, on veut aussi dire documenter, cartographier. On vise à soutenir l'innovation en évaluation, particulièrement quand les pratiques soutiennent l'engagement, et à diffuser les savoirs sur l'évaluation, ceux qui concernent plus particulièrement, bien sûr, les pratiques. Alors, pour les concepts clés,
qu'on a identifiés et sur lesquels on s'est un petit peu attardé. Bon, le premier, c'est l'innovation. On le sait, c'est un concept polysémique. Il n'y a pas de consensus quant à une définition claire. Si on prend l'innovation un petit peu plus large, pas juste pour l'évaluation, mais au niveau, disons, pédagogique, on le voit dans la littérature, il est ardu à définir. C'est un terme qui est vaste, qui englobe beaucoup de choses, mais qui se montre quand même assez précis en ce qui a trait à son cadre de référence et à son application. On a tous une idée de ce qu'est une innovation. Et on relève notamment les deux éléments que vous voyez à l'écran. Il y a innovation pédagogique, ce que les auteurs en disent, bien sûr, quand il y a amélioration substantielle des apprentissages et quand l'activité, la modalité pédagogique oriente vers un apprentissage en profondeur. Ce qu'on a fait pour mieux se concentrer sur l'innovation et mieux comprendre l'innovation aussi, on a fait une recension des écrits sur le terme innovation qu'on a associé aussi avec l'évaluation. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a plusieurs modalités innovantes qui sont bien documentées dans les écrits, des modalités évaluatives innovantes, et elles se fondent notamment sur l'alignement pédagogique de Biggs, le Constructive Alignment. Elles prennent en compte les difficultés des étudiants rencontrées par les étudiants. Et la plupart du temps, pas toujours, mais dans beaucoup d'écrits, ce qu'on retrouvait, c'est qu'il y avait un usage des technologies, mais il y avait aussi un aspect critique à ça, c'est que c'était pas nécessairement une remise en cause des pratiques traditionnelles. Par exemple, on peut retrouver des articles où ils prenaient, je ne sais pas, un examen, mais qui était papier-crayon avant, puis qui faisait juste le transposer sur le plan en ligne, par exemple, ou à l'ordinateur. Ben, ça ne changeait pas grand-chose sur le plan de la pratique évaluative, hormis le fait que ce soit en ligne. Donc, il y en a plusieurs qui utilisaient les technologies, mais sans remettre en cause les pratiques et les pratiques traditionnelles et sans non plus répondre aux autres éléments, par exemple, d'être intégré à l'apprentissage et de prendre en compte les difficultés des étudiants. Alors, pour traiter d'innovation de façon plus en détail, ce qu'on a ensuite fait, c'est qu'on a travaillé à se situer comme équipe à l'Observatoire face à ce concept qui est de plus en plus utilisé en milieu éducatif. Alors, d'une part, on a constaté que pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait évolution des conceptions sur l'évaluation et aussi des manières d'évaluer. Ça, on le voit quand même dans beaucoup d'écrits. Quand il y a innovation, il y a un moment où il y a un changement. Nous, on l'a appelé un moment de rupture. Autrement dit, l'innovation a plus de chances de se produire lorsqu'une situation évaluative, dans notre cas, s'inscrit dans une problématique spécifique. Ça peut être, par exemple, une situation où est-ce qu'un enseignant reçoit, suite à sa rétroaction, reçoit un message, par exemple, où doit rencontrer un étudiant et qu'il vit cette situation quand même à l'aise. Ça peut être des enseignants qui ont de la difficulté à assumer complètement leur jugement professionnel. Ça peut venir des étudiants. Donc, c'est des situations qui sont déclencheurs, qui sont catalyseurs d'un changement chez l'enseignant, qui ébranlent les représentations de l'enseignant aussi, qui provoquent la réflexion et parfois l'amènent à réfléchir à ses pratiques, à s'outiller et à aller aussi se former. Donc, les travaux de l'Observatoire s'articulent autour des pratiques évaluatives qui suscitent cette remise en question des modèles d'action qui sont profondément ancrés dans l'histoire, dans nos pratiques, dans nos habitudes, dans nos structures. D'autre part aussi, en évaluation des apprentissages, l'innovation est souvent associée aux technologies, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, même si Romainville et ses collègues notent que désormais, on peut parler d'une tendance à vouloir innover en évaluation, notamment en prenant en compte les difficultés des apprenants. Les innovations sont toutefois trop peu marquantes et trop peu répandues pour réellement parler de changement de pratique. Et aussi, elles amènent les technologies, notamment en évaluation, elles amènent aussi leur lot de tension pour les enseignants qui ne sont pas toujours au fait des différentes fonctionnalités que peuvent leur offrir les environnements numériques d'apprentissage, les diverses
les divers outils, notamment la e-évaluation. Et évidemment, cette problématique-là est liée à l'innovation en évaluation. Elles pavent la voie à un intérêt de plus en plus prononcé, mais aussi à un vif débat où tradition et innovation s'affrontent sur le terrain de la classe. Alors, à l'Observatoire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas opposer tradition et innovation, de les voir plutôt comme en continuité, plutôt comme un continuum, et même peut-être plutôt aussi une spirale. Donc, on essaie de ne pas dichotomiser, de polariser tradition d'un côté et innovation de l'autre. La recherche aussi en évaluation démontre également l'urgence d'innover pour améliorer l'apprentissage. Donc, on s'est fié aussi à ces travaux-là, notamment les travaux de Brown et de leurs collègues et de ses collègues, dans lesquels les expériences précédentes des apprenants à titre d'évaluer ont un effet régulateur sur leur comportement d'études. On s'est fié à des études comme celle de Linda Halal aussi, qui démontrent que l'apprentissage est encore pour les apprenants synonyme de bachotage, de mémorisation, ou d'autres études comme celle de Struven, Doshi et Jensen, qui concluent que les étudiants apprennent en surface lorsqu'ils jugent que les évaluations sont inappropriées. Pour nous, ça, ce sont des signes clairs qu'il faut tendre vers l'innovation, qu'il faut marcher vers l'innovation, et on le voit, c'est assez présent dans les écrits. Donc, j'arrive à la diapo que je vous présente là. Ce qu'on a fait, on a donc circonscrit ensuite, à partir de cette recension et de la position qu'on s'est donnée comme observatoire par rapport à l'innovation en évaluation, on a circonscrit, dis-je, l'innovation autour de plusieurs dimensions que vous voyez là. Donc, intégrer l'évaluation à l'apprentissage dans l'idée de l'alignement pédagogique de Biggs, développer des habiletés cognitives de haut niveau vers des apprentissages à profondeur, développer l'autorégulation et l'autonomie, augmenter l'engagement, rendre l'étudiant actif et développer le travail collaboratif. Pour l'instant, on est dans ces 6 dimensions-là avec nos projets qu'on met en place et dont je vais vous parler bientôt. On pense qu'on va pouvoir continuer à raffiner en fait ce modèle de réflexion qu'on a pour pouvoir orienter les travaux de l'Observatoire. Le deuxième concept, c'est le concept des pratiques. On s'est posé tout simplement la question, qu'est-ce qu'une pratique? C'est une question très intéressante parce qu'on se rend compte que c'est un terme qui est quand même assez générique, qui est souvent associé et même réduit à la réalisation ou à l'accomplissement d'un projet. C'est l'action, le travail, l'activité. Mais quand on s'intéresse un petit peu plus aux pratiques, notamment quand on s'insère dans le champ de l'analyse de pratique, le terme pratique est considéré comme une activité sociale non théorisée, un processus de transformation de l'environnement. Ça devient alors une analyse des modes de transformation du réel qui permet de comprendre l'agir professionnel et aussi d'en responsabiliser les acteurs. Et les pratiques ont plusieurs caractéristiques. Elles sont assez évidentes dans les écrits. Elles sont complexes, elles sont changeantes, elles sont singulières, elles sont intentionnelles, mais elles sont aussi organisées. Les enseignants les organisent, bien sûr. Il y a 3 dimensions sur lesquelles on s'est attardé, et là, c'est parce qu'on se fie aux travaux de Clanet et Talbot, notamment, et des gens qui s'intéressent en analyse de pratique et en ergonomie du travail aussi. Donc, nous, on retient le modèle à 3 dimensions, les facteurs personnels de l'enseignant. Ce sont ses connaissances, son identité, ses conceptions, son expérience, sa formation aussi. L'autre, c'est les activités de l'enseignant. Qu'est-ce qui font sens? Quelles sont les actions productives et constructives, ce qui est mis à l'œuvre par l'enseignant pour exécuter une tâche. Et c'est donc aussi l'agencement des activités qu'il met en place. Et le troisième, c'est les contextes, les éléments de l'environnement, dis-je, qui sont extérieurs et indépendants à l'enseignant, des environnements matériels, socio-institutifs, institutionnels, historiques, culturels, les contraintes qu'il vit aussi, si c'est un cours obligatoire, par exemple, qui lui est imposé, et les différentes ressources aussi qui sont mises à sa disposition.
Donc, le troisième concept, c'est la démarche cohérente d'évaluation. C'est la démarche élaborée par Chouinard et Durand, qui a été développée pour le primaire et le secondaire, mais qu'on reprend allègrement à l'enseignement supérieur avec très peu de modifications parce que ça s'applique, évidemment. Alors, ces quatre étapes, ça varie selon les auteurs, c'est différent selon les auteurs. Certains en nomment 5, certains en nomment 4 étapes. Il y a quelques nuances en fonction des auteurs, mais généralement, il y a les 4 étapes que vous voyez là. La planification, donc les objectifs, les moyens d'évaluation, les objets aussi, sur quoi porte l'évaluation. La collecte d'informations sur ce que les étudiants produisent, sur les apprentissages des étudiants, des collectes qui doivent être multiples et variées. Donc, c'est toute l'étape de consignation des données. L'interprétation, faite avec un jugement professionnel, bien sûr, des instruments bien assises, l'analyse et la synthèse, donc c'est l'état des apprentissages, et ensuite l'étape de jugement où on interprète, où on prend les décisions, donc les notes notamment, et la rétroaction qu'on fait aux étudiants. Dans certains écrits, la rétroaction qu'on fait aux étudiants et la communication avec les étudiants fait l'objet d'une étape à part, dans plusieurs écrits en fait, plus au primaire, secondaire. À l'enseignement supérieur, généralement, on retrouve ces 4 étapes-là. Donc, on a utilisé l'innovation, les pratiques et cette démarche pédagogique, démarche évaluative-là, les 3 ensemble, pour développer les différents projets de l'Observatoire. Le premier projet, qui était en fait le plus facile à mettre en place, pas le plus simple, mais quand même le plus facile, ça s'appelle le PRADES. En fait, c'est une enquête sur les pratiques d'évaluation à l'enseignement supérieur. C'est un questionnaire en ligne qui émane d'un questionnaire de Jean-Guy Blais, que Jean-Guy Blais et ses collègues ont créé en 1998. Ça s'appelait à l'époque Enquête sur les pratiques évaluatives à l'Université de Montréal, je crois, et dans ses écoles affiliées. Nos collègues Pascal Detreuz et Marc Romainville en Belgique ont repris le questionnaire de Jean-Guy, créé en 1998. Ils l'ont adopté au contexte belge, ils l'ont mis en ligne, ils l'ont mis aussi à jour parce qu'il y avait des choses qui avaient beaucoup changé en évaluation depuis 1998. Ils l'ont aussi administré, fait passer à des enseignants d'universités et des hautes écoles belges. Ça venait quand même aussi d'une commande ministérielle, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de répondants. Et ça a donné un rapport très étoffé, beaucoup trop pour ce que nous, on avait besoin. Et donc, on a travaillé avec Pascal Detreuz et Marc Romainville pour adapter le questionnaire de niveau Québec. On le ramène au Québec, mais bon, 20 ans plus tard. Leur questionnaire était beaucoup trop détaillé pour nous, beaucoup trop long. Alors, on l'a réduit. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire, en fait, un tronc commun. Donc, un questionnaire qui sera un questionnaire de base. Qu'on pourrait utiliser, qui fait le tour de ce qu'est l'évaluation de façon globale et qu'on pourrait ensuite adapter avec différents modules. Si, par exemple, je m'intéresse à la rétroaction en particulier, bien, je pourrais faire passer le tronc commun auquel j'ajouterais un module sur la rétroaction. Donc, ça, c'est l'ensemble du projet. Pour l'instant, on est en train de travailler sur le tronc commun. Donc, on fait la sélection parmi l'ensemble des multiples questions qu'il y a dans ce questionnaire-là, des items qui sont pertinents pour nous. On a fait la certification éthique et tout ça. Et on est en train, là, on est presque sur le point de le diffuser. On va faire les premières passations à l'UQAM, à l'Université de Montréal, à l'Université d'Ottawa, qui sont les 3 universités clés, partenaires de l'Observatoire. Et donc, ça va se faire ce printemps, très bientôt. Donc, vous allez peut-être en entendre parler. On est en train aussi de développer un plan de communication pour s'assurer que le questionnaire va être bien diffusé dans nos milieux. Et on espère aussi pouvoir continuer ce questionnaire-là, c'est pas une durée déterminée, il dure 3 mois. Notre idée, c'est que ça continue le plus longtemps possible pour aller rechercher le plus de données possible sur les pratiques évaluatives des enseignants. Ce qu'on veut faire, c'est un portrait des pratiques des enseignants, donc on va le faire sur plusieurs années. Voici des petits extraits de ce que ça donne. C'est pas encore terminé, mais bon, ça vous donne une idée. C'est une collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça, c'est une autre question, un petit extrait où est-ce qu'on on est en train de la revoir, cette question-là, mais où est-ce l'enseignant peut simplement identifier quelles pratiques d'enseignement il utilise pour pouvoir les lier après avec ses pratiques évaluatives. Le deuxième projet,
qui devrait aussi aboutir incessamment, probablement au printemps. Ce sont ce qu'on a appelé les boussoles. Alors, les boussoles, c'est pour recueillir des données sur des multiples pratiques évaluatives, la diversité dont on parlait tout à l'heure, pour les analyser et faire ressortir les grandes tendances et identifier les innovations aussi pour soutenir les enseignants, pour développer aussi les nouvelles pratiques innovantes et pour les partager aussi avec les enseignants. Le projet de boussole, ça fonctionne en fait comme la boussole électorale de Radio-Canada. C'est le même principe de base. C'est pas de boussole électorale, bien sûr. Nous, on l'a appelé les boussoles évaluatives. Ce qu'on a fait, c'est que les enseignants répondent en ligne sur le site web de l'Observatoire à des courts questionnaires, 15, 20, 30 questions, qui portent sur des thématiques précises. La première boussole se porte sur la tradition et l'innovation. L'enseignant répond aux questions, les résultats s'affichent pour lui, un peu comme la boussole électorale où c'est un diagramme avec des cadrans et là, il voit où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres répondants, mais aussi par rapport à l'innovation et à la tradition. Et donc, ça va lui donner un portrait de ses pratiques évaluatives, en plus du diagramme, donc il va voir où est-ce qu'il se situe. En plus, on va lui fournir un portrait, mais on va aussi lui fournir des pistes pour pouvoir innover. C'est ça sur quoi aussi on est en train de travailler, sur une espèce de banque de vignettes de pratiques évaluatives innovantes qui peuvent prendre toutes sortes de formes, à la fois des vidéos, des lectures, des formations, des soutiens, des échanges de pratiques. Ça peut prendre plein de formes de l'auto-formation. Et c'est pour compléter son portrait et lui donner aussi des pistes pour pouvoir interagir. On est en train de penser à d'autres projets qui sont liés à ça, mais dont je ne peux pas vous parler encore aujourd'hui parce qu'ils sont trop embryonnaires. La boussole, elle est sur le site web de l'Observatoire, qui est le site web qui est opieva.ca. Le site web n'est pas tout à fait terminé parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire dedans, mais il est quand même pas mal bien avancé. Les boussoles, la première boussole devrait, on espère qu'elle soit en fonction ce printemps. Donc, vous voyez là le texte de la première boussole, le texte de bienvenue des boussoles, et puis après, vous avez la liste des boussoles, la première, donc évaluée entre tradition et innovation. Mais après, on va pouvoir faire des boussoles aussi sur différentes thématiques, et c'est ça la beauté de cette programmation-là que la compagnie Cievo a fait pour nous, c'est qu'on peut après insérer différentes boussoles en fonction de différentes thématiques. On pourrait, par exemple, imaginer qu'on fait une boussole sur les modalités évaluatives des enseignants versus l'engagement étudiant, par exemple, ou la construction d'items. Mais ça peut prendre plein de formes. Ça peut être sur la rétroaction et l'engagement. Donc, après, on peut poursuivre. Et l'idée, c'est de faire des boussoles, plusieurs boussoles qui vont donner un portrait complet des pratiques évaluatives et qui va nous permettre, nous, à l'Observatoire, de les cartographier, de les organiser, d'identifier les tendances pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait, pour soutenir après les enseignants. Le dernier, là, j'entends des gens qui parlent. Je ne sais pas trop. Donc, des gens qui n'auraient pas éteint leur micro. L'autre projet, c'est observer les pratiques. Donc, à partir des pratiques évaluatives qu'on va avoir identifiées à partir de la boussole, on va avoir des enseignants volontaires. On leur demande à la fin de la boussole ceux qui veulent participer avec nous à poursuivre les projets de recherche avec nous. Ceux qui vont avoir répondu oui pour être observés, on va aller les observer en classe pour mettre à jour leur activité effective parce que, bien sûr, le questionnaire PRADES et les boussoles, ce sont des pratiques auto-rapportées, ce sont des pratiques déclarées. On veut aussi voir ce que font les enseignants directement en classe. Donc là, on est en train d'élaborer un protocole d'observation sur des observations directes et indirectes aussi, pour nous permettre de mieux détailler encore, de raffiner encore plus les pratiques. Et aussi, on pourrait utiliser les observations pour intervenir et soutenir, qu'on pourrait, par exemple, coupler avec des entretiens d'autoconfrontation ou avec des communautés de pratiques. Après, tu seras sur quel quai? Là, il y a des gens qui parlent. Je ne sais pas s'ils peuvent éteindre leur micro. Si tous les gens peuvent éteindre leur micro.
J'ai presque fini. Je veux juste rappeler que les boussoles, de même que l'observatoire, les observations, ce qu'on veut, c'est que ça se fasse sur du long terme. C'est du 4, 5, 6, 8 ans, enfin aussi longtemps qu'on sera capable de maintenir l'observatoire en vie. Je ne l'ai pas dit, mais le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a financé les 2 premières années d'existence de l'Observatoire. Donc, on espère que ça va pouvoir continuer pour qu'on puisse continuer à développer tous ces beaux projets. Et voilà, on a d'autres petits projets en cours aussi, notamment créer un répertoire de pratiques qu'on pourrait aussi fournir aux enseignants. Et je termine avec la station de Van der Maren, que si on observe, c'est pour obtenir une trace, et c'est bien ce qu'on veut faire à l'observatoire, c'est obtenir des traces stables, analysables et communicables d'un événement fugace composé de nombreux éléments, rien de plus fugace que l'évaluation, justement. On trouve que c'est une station qui est pertinente pour nous. L'autre dernier élément que je veux ajouter, c'est que les travaux de l'observatoire, idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est recueillir des données sur le long terme, donc beaucoup de données sur les pratiques, mais on ne serait pas les seuls à les analyser. Et là, la plateforme de la CERTA ici, cette vitrine, me permet de dire aussi que ce qu'on veut, c'est pouvoir partager ces données-là à d'autres chercheurs. Donc, si vous êtes intéressé à vouloir utiliser éventuellement les données recueillies par l'observateur ou à vouloir faire, par exemple, une boussole, une thématique précise dans votre milieu. Ça peut être à tout ordre d'enseignement parce que l'observatoire est à tous les ordres d'enseignement, du primaire jusqu'à l'université. Fait que si vous avez une commission scolaire, une école et vous avez une thématique précise que vous voudriez aborder, l'observatoire on peut travailler ensemble et voir comment on peut développer différents projets, mais notamment pour les premières années, en tout cas en essayant de s'insérer à l'intérieur des projets qu'on a actuellement, parce que là, on en a plein les bras. Ce sont des projets stimulants. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette présentation vous inspire et qu'elle va pouvoir nous permettre de collaborer. Merci. J'ai fait 32 minutes, Alain. Eh bien, merci beaucoup, Diane, pour ce partage. Je vais tout de suite faire un commentaire. Je souhaite longue vie à l'OPIEVA parce que je pense que l'idée d'avoir des données sur un plan longitudinal, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette occasion-là. C'est vraiment très intéressant. Donc, nous allons passer maintenant à la période de questions. Donc, je vous invite, si vous le voulez bien, à activer votre micro pour poser une question. Et lorsque vous avez terminé votre question, évidemment, c'est plus pratique de le remettre à muet. Donc, est-ce que quelqu'un qui brise la glace pour une question? Ça pourrait être aussi dans converser, c'est possible. Mm-hmm. Là-dedans aussi. Alors, finalement, Diane, c'était super clair. Des commentaires sur le travail de l'Observatoire? Des idées, peut-être? Et c'est Geneviève, en fait, peut-être tu l'as dit au tout début, mais j'étais mal connectée. En fait, ça concerne combien de personnes en tant qu'équipe derrière l'Observatoire? Alors, l'Observatoire, c'est interuniversitaire. Donc, l'équipe de direction, on est 5. Il y a Sébastien Belland à l'Université de Montréal. Il y a Éric Dionne à l'Université d'Ottawa. À l'UQAM, il y a Joanne Grenier, Carla Barroso d'Acosta et moi. On est en fait des gens plutôt spécialisés en évaluation, mais pas que. Par exemple, la plupart, oui, sauf moi, en fait, qui chevauche un peu. Et on chevauche aussi plusieurs disciplines. Donc, on n'est pas que éducation pure. Éric, par exemple, travaille en pédagogie médicale. Joanne Grenier, elle travaille en éducation physique, en activité physique. Elle est formatrice de formateurs. On est une équipe quand même assez variée. Et aussi, on a une équipe scientifique. Et là, je vais juste aller
2 secondes sur le site pour pouvoir ne pas oublier des gens. On a formé une équipe de scientifiques et là-dedans, on a plusieurs personnes. Anastasis Kozanitik, on a Alain, on a José Lambert-Chan qui est chez Brisson-Legris, qui est un partenaire avec nous, un partenaire financier aussi avec nous. Nathalie Loy à l'Université de Montréal, qui est la directrice du GRI émétique. On a Nathalie Michaud en évaluation, prof ici à l'UQAM, et Pascal Ndinga à l'UQAM aussi, de même qu'André-Sébastien Aubin à l'UQAM. Ça, c'est l'équipe évaluation UQAM. Et on a aussi, bien sûr, Pascal Detroze qui est en Belgique, parce qu'on commence déjà, même si l'Observatoire, pour l'instant, les projets de l'Observatoire, c'est pour les pratiques évaluatives du Québec, mais on est déjà en train de collaborer avec Pascal sur plusieurs autres projets, dont le PRADES, et on peut collaborer aussi avec vous, Geneviève, bien sûr. On peut faire une boussole spécifique selon les différents milieux. Et on a aussi une équipe de collaborateurs, et on peut rajouter des gens à l'équipe scientifique, bien sûr, et on a une équipe de collaborateurs qu'on a définie comme des gens qui viennent s'insérer ponctuellement pour un projet précis. C'est le cas, par exemple, de ma collègue Caroline Raymond, du département de danse, qui s'intéresse notamment aux compétences. Alors, si on avait un projet sur les compétences, bien là, elle aurait envie de participer aux travaux de l'Observatoire. Ça fait que dans l'équipe de collaborateurs, ça peut aussi continuer à se développer. Il n'y a absolument rien de figé dans ces équipes-là. Puis, bien sûr, on a des étudiants. Et on a 3 étudiants qui coordonnent l'Observatoire, qui sont Alexandre Bédard, Édith Potvin-Rosselet et Isabelle Lepage. Et là, maintenant, viennent de s'ajouter Marie-Claude Plourde et aussi Marie-Claude Petit. Donc là, on a une équipe de 5 coordonnateurs étudiants bien en place pour pouvoir faire avancer les travaux. Est-ce que ça répond à ta question, Geneviève? Oh, très bien. Oui, très bien. Et merci et bravo parce que, bon, comme l'a dit Alain, c'est vraiment un super projet pour plein de raisons, quoi, pour l'étude que ça va permettre, pour la collecte des données, pour l'ouverture dont vous faites part, qui permet à d'autres de s'associer. Alors, vraiment, grand bravo. Merci. On est vraiment à nos débuts, hein? Fait que on espère que ça va, je pense que ça va débouler ce printemps parce que ça a pris 1 an et demi avant d'avoir des sous, avant de mettre en place les choses. Et là, d'ici l'automne, en tout cas, on croit bien que ça va aller assez rapidement, puis on va avoir, je veux dire, plus de chair autour de notre os qu'on veut gruger pendant bien des années. Merci, Geneviève. À bientôt. À bientôt. Oui. Merci, Geneviève. Je pense qu'on a le temps pour une autre question. Dans Converser, on avait Julien qui dit « Tout est très clair. Merci pour cette belle présentation et longue vie à l'Opieva. » Ah, merci. Et également un autre commentaire. « Votre projet est très intéressant. Merci pour cette présentation. » Ben, écoutez, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire une intervention? Donc, on a M. Mon qui demande la parole. Bonjour Yves. Oui, bonjour, j'ai allumé mon micro. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Hey, je trouve le projet de la boussole extrêmement intéressant. Et je me demandais si vous ne pouviez pas faire aussi une thématique particulièrement sur les pratiques d'évaluation en formation à distance. Ah ben oui, absolument. Absolument. Oui, en fait, l'avantage, c'est là la beauté de la boussole, c'est qu'on a juste besoin de monter des questionnaires, pas très longs. Enfin, mes collègues en stats, Sébastien et Eric, me disent que ça nous en prend beaucoup pour avoir une bonne validité, mais bon, l'idée, c'est d'avoir des questionnaires assez courts. Mais oui, on peut faire n'importe quelle thématique. Ça prend 2 dimensions, en fait. Une dimension qui serait, disons, verticale. Dans la première boussole, ça va être l'innovation. Puis la dimension horizontale va être la tradition. Fait que ça prend des questions orientées pour chacune des dimensions qui expriment bien le construit lié à cette dimension-là. Fait qu'après, c'est infini. On peut faire des boussoles sur tout. Fait que oui, les pratiques évaluatives à distance, on pourrait croiser ça avec on pourrait le décliner en deux éléments. Puis oui, ça marcherait, bien sûr. Il manque de temps pour le faire et on met en place la première boussole. Mais je pense que dès que la première boussole va être lancée, puis qu'on va commencer à recevoir ce que ça donne, oui, je pense qu'on pourrait travailler ensemble à en élaborer une. Absolument. Merci, bravo.
Merci. Super. Bon, pardon. Merci beaucoup, Diane, pour Merci, ce Alain. partage. Ça a été très intéressant. Et donc, je souhaite encore une fois longue vie à l'Opieva et suivez-nous maintenant par rapport au prochain webinaire. Et à ce moment-là, on vous tiendra informé, entre autres, sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup à tous et Merci. merci à Diane et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.